Le trading. Pour beaucoup, ça évoque l'image un peu classique, non? La spéculation, les chiffres partout, les graphiques complexes. Oui, l'image d'Épinal, un peu le casino géant. C'est ça. Mais justement, les extraits qu'on explore aujourd'hui, tirés de Le trader entrepreneur du risque, nous proposent un autre regard, vraiment différent. Hmm, Ils avancent une idée assez forte. Le trader qui réussit, celui qui dure, c'est pas juste un spéculateur, c'est un véritable entrepreneur du risque. Entrepreneur du risque. L'expression est parlante. Ça change la perspective. Carrément. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, adopter cette posture d'entrepreneur? Comment le risque devient une ressource en quelque sorte. Exactement. Comment on le gère comme un actif et plus comme une menace? Et puis surtout, quel impact ça a sur la rentabilité, la capacité à générer des revenus de manière cohérente? D'accord, allons-y. Bon, alors, premier point qui saute aux yeux dans les textes, c'est ce parallèle, ce miroir entre le trader pro et le créateur d'entreprise. Oui, on pourrait penser que c'est deux mondes à part. Et pourtant, les sources insistent sur les points communs. C'est assez troublant en fait. D'abord, la gestion d'un capital limité, que ce soit tes fonds propres ou la trésorerie de ta boîte. C'est la base de tout, le capital de départ. Ensuite, prendre des décisions importantes, souvent cruciales, avec des infos incomplètes, dans un environnement qui bouge tout le temps, l'incertitude quoi. L'incertitude, c'est le quotidien des deux, du trader comme de l'entrepreneur. Et puis, cette nécessité absolue de bâtir une méthode, un système, comme disent les textes, qui soit rentable sur la durée, pas juste un coup de bol. Voilà, quelque chose de reproductible. Et il y a aussi ce rapport à l'échec, à la perte. L'entrepreneur, il sait qu'il va y avoir des ratés, des produits qui marchent pas, des stratégies à revoir, c'est normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Eh bien, les sources disent que pour le trader, c'est pareil. La perte, c'est pas une punition divine, c'est une info, un coup pour faire des affaires, presque. Un coût opérationnel, oui. Une donnée à analyser. Ça change tout. On n'est plus dans l'échange temps contre argent, mais plutôt dans l'investissement de risque pour un rendement potentiel. Absolument. Et cette analogie, elle va plus loin qu'une simple image, comme tu disais. Elle redéfinit vraiment les termes de l'activité. C'est-à-dire? Dans cette vision, le capital du trader, c'est pas juste de l'argent pour parier. C'est son stock, sa matière première vitale. Son inventaire, en quelque sorte. Exactement. Et son produit, alors, c'est pas le gain d'un trade isolé. C'est son avantage statistique, son fameux edge, démontré sur le long terme. Ah oui, l'edge. Cette capacité à repérer et exploiter des situations favorables, encore et encore. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que la performance, d'après les textes, elle vient pas forcément d'une intuition de génie ou de prédiction parfaite. Non. Non. Les meilleurs traders sont pas nécessairement de meilleurs devins. Ils sont souvent de meilleurs gestionnaires du risque. Des comptables du risque, comme tu disais tout à l'heure. J'aime bien cette image, comptable du risque. Ça dédramatise. Tout à fait. Leur avantage, c'est d'appliquer une méthode, de façon rigoureuse, presque ennuyeuse parfois, qui exploite des probabilités favorables, un peu comme un casino gère ses tables de jeu. D'accord. Donc la rentabilité devient la conséquence logique de cette gestion, de cette discipline. Moins une affaire de chance. Voilà. C'est une conséquence. Et ça nous amène directement à la façon dont ce risque est traité. Parce que si c'est la matière première, faut savoir la travailler. C'est le cœur du sujet. L'entrepreneur classique, il transforme une idée, des matériaux, en un produit fini. Oui. Le trader entrepreneur, lui, il transforme quoi? Il transforme l'incertitude des marchés en potentiel de profit. Mais, et ça, les extraits insistent beaucoup là-dessus, l'objectif, ce n'est jamais de prendre plus de risques juste pour le plaisir ou l'adrénaline. Non, c'est pas d'être un casse-cou. Au contraire, c'est de le gérer plus intelligemment, de façon quasi chirurgicale, je dirais. Le quantifier, le contrôler activement. Et comment on fait ça, concrètement? Les sources donnent des pistes? Oui, c'est très pratique. D'abord, l'idée de fixer un risque maximum pour chaque opération. Souvent un petit pourcentage du capital total. Disons 1% par exemple. D'accord, 1%. Pourquoi si peu? L'idée est simple. Une seule mauvaise décision, un seul trade qui tourne mal, ne doit jamais mettre en péril tout le capital. Faut pouvoir continuer à trader demain. Logique. Pour pas couler le navire sur un seul coup de vent. Exactement. Ensuite, rechercher systématiquement un ratio risque-rendement favorable, asymétrique. C'est-à-dire? On ne prend un risque donné que si le gain potentiel est significativement plus grand. Par exemple, risquer 1 pour viser au moins 2 ou 3. C'est la base pour construire un portefeuille de paris qui a une espérance positive. Je vois.
On cherche des opportunités où le jeu en vaut la chandelle, statistiquement. C'est ça. Et il y a aussi la notion de coupe-circuit. Définir une perte maximale pour la journée ou la semaine. Une sorte de limite de sécurité. Oui. Si on atteint cette limite, on arrête tout. On prend du recul, on analyse, ça évite de s'acharner bêtement, de creuser son trou dans un mauvais jour ou une mauvaise passe. Donc, chaque trade est traité comme une petite expérience statistique, en fait. La perte possible est connue, acceptée à l'avance. Précisément, ça éloigne le trading du jeu de hasard pur. On construit une approche où, sur la durée, sur des dizaines, des centaines de trades, les gains des bonnes décisions dépassent les pertes, qui, elles, sont contrôlées. Donc, si le risque est la matière première, le capital, c'est l'outil principal, le moteur. Les textes utilisent une métaphore forte. Ton capital, c'est ton oxygène. C'est parlant. Sans gestion du risque, tu n'as plus le temps d'apprendre. C'est un peu brutal, mais ça sonne juste. Comme une start-up qui grille tout son cash. Bah oui, elle meurt avant d'avoir pu trouver son marché ou ajuster son produit. C'est pareil pour le trader. Si tu protèges pas ton capital de façon quasi obsessionnelle, le jeu s'arrête. T'as même pas le temps de savoir si ta méthode était bonne. C'est là qu'on voit vraiment les réflexes de gestion d'entreprise s'appliquer alors. Tout à fait. Pense au contrôle des coûts dans une boîte. Pour les traders, c'est quoi ça? C'est couper ses pertes vite, sans hésiter, sans état d'âme. Une position perdante, c'est une dépense imprévue. Faut stopper l'hémorragie. D'accord. Et l'investissement réfléchi? Ça correspond à ne déployer du capital, donc prendre un trade que lorsque l'opportunité coche toutes les cases. Les fameuses opportunités A+, comme certains les appellent. Pas trader pour trader. On retrouve aussi l'idée de diversification, même si c'est un peu différent. Ne pas tout miser sur un seul type d'actif ou une seule configuration de marché. Varier un peu les approches, les échelles de temps peut-être. Et surtout, l'amélioration continue, j'imagine? Ah oui, c'est clé. Analyser ses trades passés, ce fameux journal de trading dont parlent beaucoup les sources. Mais pas pour se morfondre sur les erreurs. Raidée financière personnelle. J'aime bien l'idée. Chaque trade devient une micro-expérimentation. Une perte, c'est un résultat négatif, ok. Mais c'est une donnée. Ça affine la compréhension. Et un gain, c'est une validation, même partielle, de l'hypothèse de départ. Ça permet de dépersonnaliser un peu l'échec et le succès immédiat. On se concentre sur la méthode, sur le processus global. Est-ce qu'il est solide? Et ce processus, c'est ce fameux système que le trader entrepreneur construit. C'est ça, exactement. C'est un point central des extraits. Un entrepreneur qui réussit sur la durée, il ne compte pas que sur son flair. Il met en place des process, des méthodes, pour rendre son business plus prévisible, plus scalable. Oui. Pour le trader pro, c'est pareil. L'objectif n'est pas de deviner où va aller le prix demain. C'est une mission impossible à long terme. L'objectif, c'est de construire, tester et affiner un système de décision complet. Et les sources, elles détaillent un peu ce qu'il y a dans ce système. C'est quand les briques essentielles? Oui, il y a plusieurs composantes. D'abord, une stratégie claire. C'est-à-dire, quelles sont les conditions précises, les configurations graphiques ou statistiques, le setup, qui me disent « là, il y a peut-être une opportunité ». D'accord, le signal d'entrée. Oui. Et dans quel contexte de marché plus large ce signal est-il valide? Quel est le bon moment, le timing pour agir? Ensuite, évidemment, la gestion du risque, intégrée. Comment je calcule la taille de ma position pour respecter mon risque de 1%? Où je place mon stop-loss? Le stop-loss, cet ordre automatique qui coupe la perte. C'est ça, la sortie de secours planifiée. Et quelles sont mes limites de perte globale pour la journée ou la semaine? Tout ça doit être défini avant d'entrer en position. Et la troisième brique? C'est la routine de travail, la discipline au quotidien, l'analyse avant l'ouverture des marchés, la préparation, la tenue rigoureuse du journal de trading, pourquoi je suis entré, sorti, comment je me sentais. Ah oui, l'aspect émotionnel aussi. Très important. Et le débriefing régulier. Se poser, revoir ses trades, ses stats, de manière objective, seul ou encore mieux avec d'autres traders pour échanger. Le gros défi, j'imagine, c'est de s'y tenir à ce système, surtout quand ça secoue un peu. Ah ben oui, les textes ne le cachent pas, ça demande une discipline quasi militaire. Suivre son plan même quand c'est difficile, quand l'émotion pousse à faire autre chose. L'envie de dévier toujours là. Oui, on imagine bien la pression. D'ailleurs, il y a une phrase dans les extraits qui résume bien ça. Les traders amateurs traitent des émotions, les traders entrepreneurs exécutent un système. C'est exactement ça. C'est une très bonne synthèse. En suivant un plan qu'on a testé, éprouvé, on essaye de court-circuiter nos propres biais. La peur, l'euphorie après un gros gain, l'espoir irrationnel quand on est en perte. Tous ces pièges psychologiques qui coûtent si cher.
L'objectif devient la régularité statistique, pas le coup de génie isolé. Ce qui nous amène directement à l'état d'esprit, la dimension psychologique qui est fondamentale dans cette approche entrepreneuriale. Oui, si on accepte cette analogie, alors la gestion de l'échec, de l'incertitude, ça devient clé. Un entrepreneur qui baisse les bras au premier problème, il va pas loin. C'est clair. Et les sources insistent beaucoup là-dessus. Il faut intégrer la perte, non pas comme une preuve de nullité, mais comme un coût normal pour opérer sur les marchés. Cost of doing business, comme disent les anglo-saxons. Un coût inévitable qu'il faut juste chercher à minimiser et à contrôler. Une série de pertes. C'est pas la fin du monde, c'est un signal. Soit le système n'est plus adapté aux conditions actuelles du marché, soit mon exécution a été mauvaise. Et dans les deux cas, ça appelle à l'analyse, à l'ajustement, pas à la panique ou au trading de vengeance pour se refaire. Ce fameux revenge trading, oui. Et l'ennemi numéro 1, identifié clairement dans ces textes, c'est l'ego. Ah, l'ego. Oui, celui qui a absolument besoin d'avoir raison sur chaque trade, qui refuse de couper une perte parce que ça va bien finir par remonter. Celui-là, il confond son opinion personnelle avec la réalité du marché. Et le marché a souvent le dernier mot. Toujours. L'approche entrepreneuriale, c'est l'inverse. L'obsession, c'est l'efficacité, la survie et la croissance du business. Pas de flatter son amour-propre. Il faut accepter d'avoir tort souvent, mais bien gérer ces moments-là pour que les gains, quand ils arrivent, soient structurellement plus importants que les pertes. Donc, concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi? Se concentrer sur quoi? Se concentrer sur la qualité de l'exécution de son plan. Trade après trade. Est-ce que j'ai respecté mes règles? Mon setup était-il valide? Mon risque était-il bien calculé? Mon stop était-il au bon endroit? Peu importe le résultat final du trade, en fait. Disons que le résultat immédiat devient secondaire par rapport à la qualité de l'exécution. L'objectif change. C'est plus de gagner le prochain trade, mais de bien jouer le prochain trade, selon ses propres règles. D'accord, je vois la nuance. Et la performance à long terme, la rentabilité, découle de cette cohérence, de cette discipline dans l'exécution. C'est ça la résilience entrepreneuriale appliquée au trading. Encaisser les coups, apprendre, s'adapter et continuer à appliquer son plan. Le but premier, c'est de survivre, de rester dans le jeu demain, après-demain. La croissance, elle vient après. Très clair. On voit bien la philosophie générale. Mais comment on passe de cette posture, de cet état d'esprit, à quelque chose de vraiment structuré, surtout si on a l'ambition d'en vivre? Est-ce que les extraits donnent des pistes pour créer sa propre micro-entreprise de trading? Oui, tout à fait. C'est le dernier volet abordé, et il est très pragmatique. Il s'agit vraiment de traiter son trading avec le sérieux qu'on mettrait à lancer n'importe quelle autre activité professionnelle. D'accord. Quelles sont les étapes suggérées? Alors, plusieurs actions concrètes sont mentionnées. D'abord, élaborer un véritable business plan de trading. Ça peut paraître un peu formel, mais c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on met dedans? Des objectifs clairs. Quel rendement je vise? Quel est le drawdown maximal, la perte maximale, depuis un pic que je suis prêt à accepter? Quelle stratégie je vais utiliser? Quel capital je vais allouer? Quelles sont mes règles précises de gestion du risque et de money management? Tout ça doit être écrit noir sur blanc. Pour avoir une feuille de route. Exactement. Ensuite, tenir ce fameux journal de trading et faire des bilans réguliers, mensuels, trimestriels, mais pas juste regarder le solde du compte. Non, analyser plus en profondeur. Oui, analyser les métriques de performance clés, comme on le ferait dans une entreprise. Le taux de réussite, bien sûr, mais aussi, et c'est souvent plus important, le gain moyen par rapport à la perte moyenne, le ratio gain-perte. Le drawdown, j'en ai parlé, c'est crucial pour évaluer le risque réel de la stratégie. Et puis l'expectancy, l'espérance mathématique. Pour chaque euro que je risque, combien je peux espérer gagner ou perdre en moyenne sur le long terme? Ces chiffres permettent vraiment d'objectiver la performance, au-delà des impressions, des émotions. Précisément. Ça donne une vision claire de la viabilité de l'approche. Ensuite, gérer le capital comme la ressource la plus rare et la plus précieuse, avec des règles très strictes de préservation et d'allocation. Protéger l'oxygène. C'est ça. Et chercher en permanence à optimiser les processus. Est-ce qu'il y a des tâches d'analyse ou d'exécution que je peux automatiser, au moins partiellement? Comment utiliser efficacement les backtests, les simulations sur les données passées, pour valider une nouvelle idée ou améliorer une stratégie existante avant de risquer de l'argent réel? Quelle est ma routine de travail la plus efficace? C'est un travail continu d'amélioration? Absolument. Et enfin, se fixer des objectifs qui évoluent. Au début, peut-être juste viser la régularité, la préservation du capital, puis une croissance modeste mais stable. Et pour ceux qui deviennent vraiment performants et structurés, pourquoi ne pas envisager de gérer plus de capital? Comment ça? Par exemple, via les prop firms.
Ces sociétés qui financent des traders indépendants après une période d'évaluation assez exigeante. C'est une manière de lever des fonds pour son entreprise de trading, si on peut dire. Démontrer sa compétence pour accéder à plus de capital. D'accord, donc on boucle la boucle, on n'est plus du tout dans l'idée de jouer en bourse, c'est vraiment piloter une activité économique. Centré sur la gestion des probabilités et la gestion du risque. Oui, ça demande une structure, des outils, une rigueur qui vont bien au-delà du simple clic sur un bouton acheter ou vendre. Si on devait résumer l'essence de cette exploration, basée sur le trader entrepreneur du risque, c'est vraiment ce changement de regard. Le succès durable en trading semble moins venir d'un don de voyance que de l'adoption d'une vraie mentalité d'entrepreneur. Et d'une structure qui va avec. Oui, un entrepreneur dont la spécialité est de manager le risque, de façon calculée, méthodique, et le profit finalement devient presque une conséquence logique de cette bonne gestion, moins une fin en soi qu'une résultante. Une résultante d'une gestion saine et disciplinée du risque, du capital et de ses propres émotions. Il y a cette phrase des extraits qui m'a marqué. Le jour où tu cesses de faire du trading et que tu commences à gérer ton activité comme une entreprise, tu passes du hasard à la maîtrise, du joueur au bâtisseur. C'est une belle image ça, du joueur au bâtisseur. Ça illustre bien la transformation nécessaire. C'est une transformation profonde, on le sent bien. Absolument. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, aller un peu au-delà de ce que les extraits abordent directement. On pourrait pousser l'analogie entrepreneuriale encore un peu plus loin. Ah oui, comment ? On a beaucoup parlé de la gestion financière, du système, de la discipline. Le côté est très opérationnel, si on veut. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. C'est vrai. Qu'id des autres facettes. Par exemple, la capacité à innover. Les marchés changent tout le temps. Est-ce que le trader entrepreneur ne doit pas aussi être capable d'innover en permanence dans sa stratégie pour rester pertinent, pour ne pas devenir obsolète? L'adaptation continue. Ou encore, est-ce qu'un trader individuel pourrait pas bénéficier d'une forme de marketing de ses compétences? Peut-être pour attirer du capital, justement via ses propres firms ou d'autres biais. Se vendre en quelque sorte sur la base de ses performances démontrées. Intéressant comme parallèle. Et puis l'importance du réseau. On sait combien c'est crucial pour un entrepreneur. Est-ce que pour un trader, échanger avec d'autres traders entrepreneurs, partager des pratiques, des outils, se soutenir mutuellement dans les phases difficiles, est-ce que ce ne sont pas là des leviers de performance et de pérennité qui sont peut-être encore sous-explorés par beaucoup? Au-delà de la seule maîtrise technique et psychologique du trading lui-même. Exactement. Ce sont peut-être des pistes à creuser pour ceux qui veulent vraiment bâtir une carrière durable dans ce domaine. Une réflexion à poursuivre en tout cas.